Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes mardi 6 avril, les titres de l'actualité. Le Comité national d'organisation de la 22e édition de la Journée nationale du paysan est installé ce matin à Ouagadougou. Un comité pluriel avec pour mission s'investir pour la réussite de cette journée dédiée aux producteurs. Vous les découvrirez dès l'ouverture de cette édition. L'actualité hors de nos frontières nous conduira à la Mecque où les autorités saoudiennes indiquent que seules les personnes vaccinées contre le Covid-19 pourront effectuer le petit pèlerinage durant le mois de Ramadan. Bienvenue à tous. Mais avant de développer ces titres, cette information. Hier, 5 avril, des individus armés ont attaqué la localité de Tangwalbougou dans la région de l'Est. Une attaque repoussée par les forces de défense et de sécurité avec le soutien des volontaires pour la défense de la patrie. Le bilan fait état de 5 gendarmes et VDP tués. Et 3 gendarmes et 5 VDP tués. Suite de cette édition, c'est un comité pluriel réunissant des membres issus des ministères chargés du développement rural qui a été installé ce matin à Ouagadougou. Sa mission, réussir la 22e édition de la Journée nationale du paysan, une édition qui se tiendra en une journée, soit le 3 avril prochain à Manga. Contexte sanitaire oblige. Amado Ilboudo et Yankiteda. Première session extraordinaire de l'année 2021 du programme budgétaire développement du réseau routier classé de la voirie urbaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques. 12 projets sont concernés, dont le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, le projet d'aménagement de routes de désenclavement interne, les projets financés par la Banque islamique de développement. Il s'agit pour les membres du comité d'analyser le rapport de performance 2020 et de faire des projections pour 2021. Selon le président du comité, le bilan est satisfaisant malgré les difficultés dues à l'insécurité et au Covid-19 avec un taux d'exécution de 77% au 31 décembre 2020. Pour 2021, au niveau de la programmation, nous avons 105 milliards de ressources qui sont allouées donc à ces projets d'investissement. Et notamment, vous allez voir incessamment le démarrage donc des travaux, notamment Waïguya-Djibo, Waïguya-Tougan, la poursuite des projets en cours. Voilà, au cours de cette nouvelle année. Et nous allons prendre toutes les dispositions en fonction des dispositions financières, en fonction de l'accompagnement donc des différents partenaires techniques et financiers, afin donc de pouvoir satisfaire l'ensemble de ces préoccupations. Cette session sera également consacrée à l'examen des recommandations des sessions passées et du plan de passation des marchés. L'objectif du programme est de contribuer à l'efficacité du secteur des transports routiers à travers des actions de désenclavement, de modernisation du réseau routier et de l'amélioration des conditions de mobilité. Vous venez plutôt de suivre un reportage de Paul David Bambara et Maïmouna Traoré sur la première session ordinaire du comité du programme budgétaire développement du réseau routier classé de la voirie urbaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et cartographiques, dont les résultats sont estimés à 77,28% de taux de réalisation. Voilà un comité pluriel réunissant des membres issus du ministère chargé du développement rural qui a été installé ce matin pour la journée réussir la mission d'organisation de la 22e édition de la Journée nationale du paysan, une édition qui se tiendra en une journée, soit le 3 avril prochain à Manga, contexte sanitaire oblige, et c'est un reportage de Amado Ilboudo et Yankiteda. 600 délégués au lieu de 1500 sont attendus à Manga le 23 avril prochain pour la 22e journée nationale du paysan. Un seul jour pour organiser le face-à-face des acteurs du monde rural avec le président du FASO et la remise de distinction aux meilleurs producteurs. La foire agro-silvo-pastorale est annulée. C'est une journée du paysan réduite en nombre de jours et en participant certes, mais la qualité demeure intacte avec un autre travail fait en amont. Il y aura tout d'abord des ateliers des forats qui vont se faire dans les régions pour permettre à toutes les régions de participer. Et là, c'est un format où il y aura au moins 150 personnes par forat au niveau des régions. Et ensuite, il y aura une mise en commun
qui va permettre de pouvoir avoir l'ensemble des décisions prises par les organisations du monde rural. Et ensuite, au-delà de ça, il y aura un atelier national sectoriel. Le comité national d'organisation et le comité national d'orientation et de pilotage, installés ces jours même, doivent en une quinzaine de jours mettre les petits plats dans les grands pour une réussite de la journée du paysan qui se tient désormais chaque 2 ans. Cela permet de pouvoir investir dans le domaine agro-silvopastoral, dans la région qui va accueillir la journée nationale du paysan, pour que ça ne soit pas seulement une journée festive, mais qui est une journée qui va permettre de voir qu'il y a eu des investissements qui ont été faits au cours des 2 ans dans la région. Le ministre de l'Agriculture, Salifou Ouedraogo, a invité les 2 comités à privilégier la concorde, la concertation et l'engagement pour réussir la journée nationale du paysan, 22e édition. Les acteurs du ministère en charge de l'éducation nationale et les partenaires sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou. Il s'agira pour chaque participant de donner ses observations et marquer son adhésion à l'ensemble du contenu de la stratégie nationale de développement accéléré de l'éducation préscolaire. Détail avec Kwale Nebié et Aimé Sonaj-Gigma. L'éducation préscolaire est un tremplin pour performer les systèmes, réduire les disparités et asseoir une culture de la démocratie. C'est la conviction du ministère en charge de l'éducation nationale. C'est pourquoi il a lancé en 2017 le processus d'élaboration de la stratégie nationale de développement accéléré de l'éducation préscolaire. L'objectif étant d'accroître le taux de scolarisation de 5,9% en 2021 à 15% en 2025. En termes de développement de l'accès, il s'agirait de construire des infrastructures éducatives, alors d'améliorer un peu l'encadrement juridique de l'éducation préscolaire. En termes de qualité, c'est voir dans quelle mesure on peut améliorer les équipements dans les centres, dans les structures d'éducation préscolaire. Et en termes de gouvernance, c'est voir dans quelle mesure on peut améliorer la gestion de l'éducation préscolaire. Et aussi, comme on le dit, l'argent c'est le nerf de la guerre, voir dans quelle mesure on peut améliorer le financement de l'éducation. Plus qu'une étape d'un processus, la validation nationale va permettre aux acteurs du domaine d'amender et de marquer leur adhésion à l'ensemble du contenu de la stratégie. Une fois validée, la stratégie et son plan d'action serviront de boussole pour le développement de l'accès et d'amélioration de la qualité de l'éducation préscolaire au Burkina Faso. Des émissions radiophoniques devant sensibiliser les jeunes et les femmes sur des thèmes divers avaient vu le jour en 2019 grâce à un partenariat entre Radio Bobo et la radio internationale. 2 ans après, ce projet dénommé Ado Santé est arrivé à son terme. Il a permis à Radio Bobo et à des structures qui militent en faveur des jeunes et des femmes de toucher leurs cibles, selon les premiers responsables, Kassoumi Logo et Ismaël Satuné Paris. La mise à niveau est attendue aussi bien de la part des structures de veille sur les questions de genre que de la part des personnels pénitentiaires. À travers le programme Cohésion sociale, la mise à niveau est attendue aussi bien de la part des structures de veille sur les questions de genre que de la part des personnels pénitentiaires. À travers le programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit, le PNUD vise un meilleur respect des droits des femmes détenues et la protection des enfants vivant avec le maire en détention. Cette formation vise à doter le personnel pénitentiaire des outils et également de la réglementation en vigueur pour leur permettre de mieux accomplir leur travail dans le milieu qui est le leur. La formation concerne les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso à raison de 2 sessions par localité. À terme, 120 personnels de sécurité pénitentiaire sont visés. Certes, nous avons des textes nationaux et internationaux qui encadrent la gestion des détenus dans nos établissements pénitentiaires. Mais ce matin, nous avons une formation de renforcement des capacités des personnels des établissements pénitentiaires, toute chose qui va effectivement améliorer le rendement que nous attendons sur le terrain. C'est vrai, vous savez très bien, même si on est bien outillé, avec la pratique, il y a une routine qui s'installe. Pour
pouvoir relever certains défis, il faut de temps en temps faire des renforcements des capacités pour rappeler les bonnes pratiques à nos personnels qui par moments sont tentés de tomber dans la routine et bonjour les dérives et autres. Les formations se tiennent sur des thèmes pluridisciplinaires parmi lesquels la sécurité, les droits spécifiques et la prise en charge psychosociale des femmes détenues. Nous vous présentons une fois de plus toutes nos excuses. Vous venez de suivre un reportage de Caroline Ouari et Adam Ngiti qui porte sur une formation des personnels de sécurité pénitentiaire sur le traitement plus approprié des femmes détenues et pour la gestion des nourrissons en milieu carcéral. La formation s'inscrit dans le cadre du programme du PNUD, Cohésion sociale, sécurité et état de droit. Je vous le disais, des émissions radiophoniques devant sensibiliser les jeunes et femmes sur des thèmes divers avaient vu le jour en 2019 grâce à un partenariat entre la radio Bobo et Radio Internationale. 2 ans après donc, ce projet dénommé Ado Santé est arrivé à son terme et il a permis à la radio Bobo et à des structures qui militent en faveur des jeunes et des femmes de toucher leurs cibles selon les premiers responsables. Et c'est un reportage de Kassoumi Logo et Ismaël Satuné Paris. Faire de la radio un outil de sensibilisation de la jeunesse, une mission portée conjointement par la radio Bobo et la radio rurale internationale. Un partenariat qui a permis la réalisation des programmes de sensibilisation au profit des jeunes sur un certain nombre de sujets les concernant. Programme dénommé Ado Santé. Et cette cérémonie marquant la clôture des activités est le lieu de se réjouir du bilan. Et ce que nous avons fait, c'est un ensemble d'émissions radio afin de sensibiliser les enfants, les jeunes, les femmes sur différents domaines, que ce soit la nutrition, que ce soit le dialogue entre les adolescents et leurs parents, que ce soit sur le domaine des droits des jeunes, que ce soit sur le domaine de l'excision et autres. Nous avons parcouru tout cela en émission radio afin de sensibiliser les jeunes parce que l'objectif de la RTB aussi et de la RTB2 bien sûr aussi, c'est la sensibilisation de la population. Dans la réalisation des différentes émissions de Ado Santé par la radio Bobo, certaines personnes des différentes structures de Bobo Dioulasso se sont distinguées de par leur dévouement pour la cause des jeunes. Cette cérémonie est le lieu de reconnaître leur mérite. J'ai le sentiment de satisfaction et de reconnaissance envers ma modeste personne et envers ma structure. Aujourd'hui, quand vous voulez apporter un message à l'endroit des jeunes, si le message ne tient pas compte de ce qu'ils veulent, ça risque d'être un projet, j'allais dire, foiré. Et ce projet a été bien réfléchi, mûri, ça prend en compte les aspirations et c'est un projet adapté. Ado Santé est né d'un partenariat en mars 2019 entre la radio Bobo et la radio rurale internationale. Ce programme, qui est à sa fin après 2 années d'existence, a permis la réalisation d'environ 80 émissions sur plusieurs thématiques concernant les jeunes et les femmes. Hors de chez nous, au Tchad, l'opposition politique a animé une conférence de presse ce lundi à N'Djamena. Elle a appelé la population à boycotter l'élection présidentielle prévue pour le 11 avril prochain. De son côté, Idriss Déby continue d'ignorer les multiples appels à un report ou à une annulation du scrutin. Au Tchad, à quelques jours de l'élection présidentielle, l'opposition se mobilise. Lundi à N'Djamena, la capitale tchadienne, lors d'une conférence de presse au siège de son parti Les Transformateurs, le docteur Success Massara a qualifié le scrutin du 11 avril prochain de mascarade. Il en a profité pour présenter à la presse les restes de munitions qui ont été tirés par la police dans le siège du parti. C'est une blague d'une certaine manière et pourtant il s'agit bien de changer de leadership pour apporter les solutions dans la vie des Tchadiens. Donc cette élection pour nous, ce n'est pas une élection en tant que telle. C'est pour ça que nous allons nous battre jusqu'au dernier jour, jusqu'au 11, pour organiser un boycott très très actif de cette élection, pour empêcher que les élections, en tout cas, aient lieu. Et si d'aventure il forçait ce 6e mandat dont le peuple ne veut pas, eh bien, tout le monde aura été pris à témoin. Et je crois que notre objectif, ce serait de rendre le pays ingouvernable, parce qu'ils ont rendu ce pays invivable pour l'ensemble de la population tchadienne. Mais le candidat d'en face ne l'entend pas de cette oreille. D'ailleurs, les appels à un report ou à une annulation de l'élection ont jusqu'ici été ignorés par le pouvoir.
Idriss Déby, actuel président tchadien et candidat à sa propre succession, est venu lundi à la rencontre de ses électeurs de Farsha, le premier arrondissement de la capitale. S'exprimant à la foule en arabe, il a appelé les électeurs à voter pour lui pour obtenir une victoire par chaos le soir du 11 avril. On a déjà gagné beaucoup de choses depuis l'arrivée de M. Idriss Déby au pouvoir. Donc le reste, on a confiance en lui, il va compléter. Ouais. Parce que notre pays a connu vraiment plus de 30 ans de guerre, mais depuis son arrivée au pouvoir, vous avez, ça ce sont des gourmands, il y a beaucoup d'électricité, il y en a tout. Donc il a fait les 80%, donc il ne lui reste que 20%. On sait que pendant les 6 années qui vont arriver, il va accomplir le reste. Le dernier meeting du candidat Idriss Déby aura lieu le 9 avril prochain. Seules les personnes vaccinées contre le Covid-19 sont autorisées à effectuer la Umrah ou le petit pèlerinage à la Mecque cette année. Une information livrée ce lundi par les autorités saoudiennes à une dizaine de jours du début du jeûne musulman. Suivez. Les autorités saoudiennes limitent l'accès à la Mecque pour les fidèles musulmans alors que se profile le début du Ramadan. Seules les personnes ayant été vaccinées contre le Covid-19 peuvent effectuer la Umrah, le petit pèlerinage. Ce pèlerinage peut avoir lieu à tout moment dans l'année, à la différence du Hajj, le grand pèlerinage qui, lui, ne peut être effectué que durant le mois sacré du Ramadan. La Umrah a été suspendue en mars 2020 en raison de la pandémie. Ce petit pèlerinage a repris timidement en octobre dernier avec quelques milliers de personnes seulement. Le Hajj, lui, n'avait été autorisé que pour les musulmans vivant en Arabie Saoudite, alors qu'en temps normal, ce sont plus de 2 millions de personnes qui viennent dans les lieux saints en provenance du monde entier. Il y a quelques semaines, les autorités saoudiennes avaient déjà indiqué que pour venir à la Mecque, les pèlerins devaient avoir été vaccinés et présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures avant leur arrivée en Arabie Saoudite. Le Ramadan est censé débuter à la mi-avril. 4 sujets ont particulièrement intéressé nos confrères de la presse écrite ce mardi. L'affaire Madougou au Bénin et l'investiture de Mohamed Bazoum au Niger. Au plan national, les quotidiens font la part belle à la sortie du FPR et de l'UNDD contre leur affiliation au CEFOP et le processus de modernisation de l'administration publique. Revue de presse signée Sekou Zongo. L'administration publique burkinabé est en pleine mutation. Le sujet fait objet d'analyses et de commentaires par les quotidiens. L'observateur Palga, dans sa parution du jour, consacre un titre à cette actualité: modernisation de l'administration publique, check-up de 4 ministères, écrit le journal. Les ministères de la fonction publique, de l'éducation nationale, de la santé et celui de la justice sont ainsi cités par l'Obs comme ceux qui font objet de revues fonctionnelles initiées par le gouvernement burkinabé. L'esprit de cette réforme fournit les bases d'un meilleur redéploiement des ressources et d'une optimisation des structures administratives pour une présence positive de l'État, souligne le doyen des quotidiens burkinabé et le chef du département de la fonction publique d'ajouter dans les colonnes du journal: la tenue des revues fonctionnelles est une étape incontournable qui augure un lendemain meilleur pour l'administration publique burkinabé. Autre sujet évoqué dans les journaux, la sortie du tandem FPR-UNDD. Le CEFOP suspecté, c'est ce que retient le journal Le Pays de cette sortie. Herman Yameogo et Aristide Ouedraogo, respectivement présidents de l'UNDD et du FPR, désavouent la loi qui fait du CEFOP le seul interlocuteur légal de tous les partis d'opposition. À travers donc une conférence de presse, ces acteurs disent refuser publiquement une quelconque affiliation au CEFOP. Information relayée par le journal Le Pays. L'investiture de Mohamed Bazoum fait également les choux gras des parutions. Le relèvement du système éducatif, la lutte contre la corruption et l'impunité, la sécurité et la consolidation de l'unité nationale. Le nouveau président décline en ces termes ses grandes priorités et relayé par le journal Sidouaya. Le journal qui résume d'ailleurs cette vision à sa une: investiture du président du Niger. Mohamed Bazoum promet le changement dans la continuité. Aujourd'hui au Faso, quant à lui, pense que la prise de fonction de Mohamed Bazoum est un grand jour pour le Niger et les Africains.
Affaire Madougou, un feuilleton qui intéresse les éditorialistes. Selon un témoignage du magistrat Essoué Batamoussi, la mise en détention de l'opposante Madougou a été ordonnée par la chancellerie béninoise. Pour aujourd'hui au Faso, cette dénonciation vient renforcer les soupçons de manipulation et de cabale politique qui pesaient sur cette affaire. Si l'on s'en tient à la chronologie des faits, l'homme d'affaires président aurait usé des méthodes peu catholiques pour écarter un adversaire politique, conclut mon confrère. Voilà, madame, monsieur, c'est avec la revue de presse que se referme cette édition de la mi-journée. Merci de votre fidélité au programme de la RTB. Bon après-midi à tous.